Si vous êtes business analyst prestataire et que vous avez l'impression que chacune de vos missions débute systématiquement par une interminable période de montée en compétences, si vous allez tout simplement prendre vos fonctions de business analyst comme collaborateur interne chez un client final et que vous souhaitez vous préparer au mieux face aux difficultés qui vous attendent, eh bien, je vous ai préparé cette vidéo qui va vous lister les 17 défis auxquels vous devez vous attendre, que ce soit dans les tout premiers jours, dans les toutes premières semaines, dans une période allant de 2 à 6 mois ou au-delà des 6 mois. Et je vais vous donner bien entendu mes conseils pour y faire face. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst mais également formatrice, coach et créatrice de contenu enthousiaste. Best of Business Analyst est par ailleurs un organisme de formation certifié Calliope et éligible au financement OPCO et CPF. N'hésitez pas à visiter mon site internet bestofbusinessanalyst.fr pour voir toutes les formations que je propose, vous aider à monter en compétence sur la business analyse en système d'information. Également, si vous avez besoin de prestations d'accompagnement, de coaching, je vous ai listé mes différentes formules dans mon site internet. Et bien entendu, si vous ne connaissez pas encore mon site internet, je vous invite à vous y rendre tout simplement parce qu'il y a énormément de ressources complémentaires et gratuites que vous trouverez sur la business analyse. Vous allez y trouver notamment des modèles téléchargeables, des recommandations de lecture, beaucoup d'articles qui complètent cette chaîne YouTube et j'en passe. Voilà, donc vous verrez toutes les informations concernant mon site internet en description de cette vidéo. Et en attendant, je vous propose de passer à la suite de cette vidéo que j'ai donc appelée les 17 défis du business analyst en système d'information ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être du business analyst tout court, mais c'est vrai que je me suis un petit peu concentrée sur le business analyst en système d'information puisque ce sont 80% des mandats de business analyst. Et dans ces 17 défis, je vais essayer quand même de vous guider un petit peu pour les surmonter. Alors j'ai pris pas mal de notes, parce que forcément 17 défis, ça fait quand même beaucoup d'informations à vous délivrer. Je vous ai également différencié les défis des tout premiers jours, les défis des toutes premières semaines, les défis aussi pour la période assez critique de 2 à 6 mois et également tous les enjeux que l'on rencontre au-delà des 6 mois lorsque on commence à bien connaître notre environnement et le contexte de notre mission. Mais avant cela, je vais quand même faire un petit rappel si vous êtes, c'est la première fois que vous rencontrez ce terme de business analyst ou si c'est aussi la première fois que vous visitez ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous salue et bienvenue sur Best of Business Analyst qui est la chaîne référence des business analysts francophones. Comme je l'ai dit, il y a également un site internet pour avoir plus d'informations. Alors, un petit rappel. Parce que quand on parle de business analyst, eh bien on parle plutôt du poste, mais il y a de manière générale la business analyse, en français l'analyse d'affaires, qui est une discipline. Alors pourquoi je veux faire ce petit rappel, c'est que en fin de compte, il y a beaucoup de professionnels qui pratiquent la business analyse sans le savoir. Ça peut être tout simplement des managers qui vont être amenés à prendre des décisions et donc avant de prendre des décisions, à analyser le contexte, formuler voilà, des différentes possibilités avant de prendre ces fameuses décisions. Vous pouvez aussi rencontrer des professionnels qui n'ont absolument pas le titre de business analyst, des product owners, des AMOA, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage, des responsables procédures, des consultants X, Y, Z. Hein, souvent, quand on est consultant, on a une compétence forte en business analyst, voire on est business analyst. Donc, je vous liste pas tous les noms des postes, entre guillemets, qui cachent potentiellement une compétence en business analyse plus ou moins forte. Là, je vous inviterai à regarder sur mon site internet pour en savoir plus à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment la compétence parce que la business analyse comporte notamment la notion de changement. On va s'adapter à un changement qui est exprimé par une organisation et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les sources du changement, on va analyser les possibilités d'y répondre, on va faire des recommandations et puis après, on va concevoir de manière pointue la solution qui aura été décidée et après, on va également accompagner l'organisation cible, que ce soit notre employeur ou un client final pour lequel on arrive en tant que prestataire, on va l'accompagner pour la mise en œuvre de cette solution. Donc vous voyez, c'est une discipline avant tout, et d'ailleurs parmi mes élèves, j'ai aussi bien des business analysts dont c'est l'intitulé sur la fiche de poste que des professionnels qui n'ont absolument pas cet intitulé sur leur fiche de poste. Alors ça peut être, encore une fois, des professionnels qui sont business analystes, mais qui s'appellent
product owner, PPO, fonctionnel, technico-fonctionnel, AMOA, etc. Comme ça peut être vraiment des professionnels qui ne sont absolument pas business analysts, qui sont peut-être responsables qualité, manager, head of un département, etc., directeurs d'entreprise et qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'acquérir cette compétence en business analyst. Mais dans cette vidéo, moi je vais vraiment me focaliser sur ceux et celles d'entre vous qui ont vraiment l'intitulé de poste business analyst ou fonctionnel AMOA, voilà, qui est pour moi à peu près voilà, la même chose, technico-fonctionnel également, si vous travaillez sur des projets d'implémentation de RP, de business intelligence, de CRM, SIRH et autres logiciels d'éditeurs. Voilà, alors c'est pourquoi c'est important de comprendre ces défis de début de mission. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une montée en compétences qu'on doit avoir quand on est business analyst et surtout quand on est consultant et qu'on est habitué à changer de client final. Eh bien, cette montée en compétences, étant donné qu'elle est financée, elle est payée par le client final, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Sinon, le client il se dit bon, ok, je paye un consultant, un business analyst tant d'euros par jour et au final, il n'est on va dire compétent est capable de travailler pour moi et de me fournir des livrables au bout de X semaines, voire X mois. Et ça, c'est pas quelque chose d'acceptable pour un client final. Ça peut vous mettre vraiment en difficulté auprès du client final, bien sûr, au sein de l'équipe projet auquel vous appartenez, mais évidemment auprès de votre employeur qui peut, surtout si vous venez juste d'être recruté, décider de ne pas vous garder. Donc c'est vraiment important, encore une fois, de bien comprendre ces défis. De même, si vous êtes embauché, bien entendu, vous avez une période d'essai et il faut que vous transformiez cette période d'essai pour montrer que vous êtes bien l'homme ou la femme de la situation. Voilà, alors comme je l'ai dit en introduction, j'ai vraiment découpé cette vidéo en plusieurs phases. Les premiers jours, les premières semaines, une période allant de 2 à 6 mois, et puis enfin les défis qu'on rencontre au-delà de 6 mois. Alors, je reprends mes notes pour vous lister cela dans le bon ordre. Alors déjà, dans les tout premiers jours, il faut savoir que en général, on commence, soit on est consultant et on commence vraiment auprès d'un client qu'on ne connaît pas, en tout cas peut-être qu'on ne connaît pas non plus le secteur d'activité, ou alors on connaît déjà le client final ou l'employeur. Par exemple, vous êtes issu du métier et vous êtes au sein de votre employeur, propulsé pour devenir business analyst au niveau de la direction des systèmes d'information. Donc vous connaissez peut-être votre employeur, mais vous ne connaissez pas encore l'équipe que vous rejoignez. Les principaux défis sont donc les suivants. Premièrement, comprendre le métier de l'organisation. Je vous donne quelques-uns de ceux que moi j'ai dû apprendre, que je ne connaissais pas du tout. L'affrètement maritime, l'aéronautique, l'exploitation autoroutière, les croisières de luxe. Mais évidemment, vous y rajoutez à cette liste, parce que j'en ai bien d'autres, mais je ne vais pas vous faire mon CV, les banques, télécoms, le nucléaire, la publicité, l'industrie XYZ, pardon. Donc vous voyez, quand on parle du métier, c'est vraiment la partie sectorielle essentiellement de l'organisation. Il faut savoir qu'on va nous recommander concevoir une solution qui tient compte des spécificités justement sectorielles. Et donc, on va devoir aller les appréhender finement. Et au tout début, eh bien, quand on ne connaît pas le secteur d'activité, on est incapable évidemment d'aller dans le détail, donc on va plutôt se focaliser sur les grandes lignes. Et je donne souvent comme exemple un acteur qui va tourner un film ou préparer une pièce de théâtre. Au début, il est indispensable pour lui de comprendre quel va être son personnage. Il va se mettre dans la peau de son personnage. Il va vraiment essayer de voir le contexte de la vie de son personnage qu'il va incarner à l'écran. Eh bien, le business analyst, en quelque sorte, c'est aussi un acteur. Il va devoir se mettre dans la peau de l'organisation, des utilisateurs finaux, comprendre en fait le contexte sectoriel dans lequel il va travailler. Et ça, c'est vraiment pas facile du tout. Ensuite, le deuxième défi de ces premiers jours, c'est de savoir qui fait quoi dans l'équipe et chez le client. Puisque les licitations, donc qui consistent à recueillir une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle, eh bien, ça nécessite de le faire auprès de personnes spécifiques. Et vous allez voir plus tard, ça fait partie des autres défis. Mais au début, en fait, on ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas identifier qui sont les bonnes personnes, que ce soit dans l'équipe projet. Parfois, on ne connaît absolument personne. Et au-delà, auprès des utilisateurs finaux et de ce qu'on appelle les SME, Subject Matter Expert, les sachants. Donc, comment identifier auprès de qui nous adresser tout en nous assurant que c'est réellement les bonnes personnes. Ça, c'est aussi un défi important.
Le troisième défi, eh bien, c'est savoir par où commencer. Alors, quand on est, je prends l'exemple des développeurs informatiques, ils savent exactement quoi faire. On leur dit, voilà, tu dois développer telle fonctionnalité. Et en fait, ils ont un objectif clair. Et entre guillemets, c'est pas simple, hein. Je veux surtout pas minimiser le travail des développeurs, bien au contraire. Moi-même, j'ai fait du développement, donc je sais que c'est pas simple du tout. Mais en termes d'organisation, c'est plus simple. Parce que quand on est business analyst, eh bien, on ne sait pas en général quelles sont nos activités, nos tâches et nos livrables qui nous incombent, ni non plus à quelle échéance ceux-ci sont attendus par les autres membres de l'équipe ou le client final. Alors, effectivement, on peut très bien vous dire, bah, tu dois donner tes spécifications fonctionnelles détaillées pour telle date. Mais pour en arriver à les livrer, ces specs, il y a beaucoup d'autres activités et beaucoup d'autres livrables intermédiaires. Et ça, il va falloir que vous les prépariez, hein, vous les identifiez sur une feuille de route. Donc c'est vraiment, cette étape, c'est vraiment d'établir votre feuille de route personnelle qui est une étape majeure à surmonter, un défi majeur à surmonter lorsqu'on débute. Alors, dans le meilleur des cas, si vous avez un chef de projet qui a été formé, il va vous donner le jalon final du projet, hein, un jalon par exemple à livrer, un livrable officiel, par exemple les spécifications fonctionnelles détaillées que je viens de mentionner, et il va vous dire aussi, bah, faudra passer par une analyse des besoins, également écrire les règles métiers, etc. Et il va vous guider. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Vous allez avoir les grandes lignes et beaucoup des tâches de business analyst sont assez invisibles aux yeux du chef de projet, alors qu'en fait elles sont très chronophages, hein. Par exemple, le recueil des besoins, ça peut être très chronophage, la relecture aussi, la vérification, eh bien malgré tout, toutes ces tâches, vous allez devoir les réaliser. Donc comment faire pour savoir par où vous commencez, surtout quand vous êtes débutant, ça c'est vraiment un défi, et c'est dans les tout premiers jours bien sûr, mais vous allez voir, ça va aussi bien au-delà. Autre défi, le quatrième défi de ces premiers jours, eh bien, c'est obtenir de l'information utile et compréhensible pour votre niveau de connaissance actuel. Parce que quand on débute, aller interroger des experts qui vont directement aller dans le vif du sujet, parler de règles métiers complexes, de contexte sectoriel que vous ne connaissez pas, etc., vous aurez vraiment beaucoup de mal avec le jargon, les acronymes et autres. Et prendre du recul, c'est juste impossible. Vous allez être totalement submergé par des informations que vous ne serez pas en mesure de comprendre. Donc le contributeur idéal à ce stade, c'est plutôt celui ou celle qui va vulgariser et synthétiser son métier et qui va même être capable de se mettre à notre place parce qu'il va visualiser ce qui peut nous être utile sans se perdre dans les détails. D'ailleurs, c'est assez amusant de constater qu'il y a beaucoup de ces, qu'on appelle des key users, hein, des utilisateurs clés, des contributeurs qui font partie à un moment donné d'un projet de système d'information en tant que contributeur, et ils découvrent ce que c'est que le métier de business analyst, et il y en a beaucoup qui, après, en fait, se reconvertissent, et c'est peut-être votre cas, pour devenir business analyst à leur tour, parce que ça leur a plu. Donc ça, c'était le quatrième défi des premiers jours. Et puis le cinquième, eh bien, c'est surtout pour celles et ceux qui débutent, qui sont plutôt juniors, on va le dire, le fait d'aller vers les autres, alors qu'on ne connaît encore personne, parfois c'est un peu intimidant. Donc certains ont plutôt tendance à se réfugier dans la lecture de documentation, de rester un petit peu trop dans leur coin, en attendant qu'on vienne les solliciter, en attendant que le chef de projet leur dise quoi faire. Eh bien, ne faites pas ça, parce qu'effectivement, c'est normal de passer du temps à faire la lecture de documentation, mais ne faites pas que ça. Allez vraiment vers les autres. Sachez que c'est quand même normal, hein, d'être intimidé en début de mandat, mais quand on est business analyst, on a aussi ces compétences qui sont les compétences soft skills, comme on dit, relationnelles et comportementales, qui sont de savoir passer outre pour aller après se présenter aux autres collaborateurs, aux autres utilisateurs, etc. Voilà, donc ça c'est déjà la toute première partie de cette vidéo, c'est les enjeux des tout premiers, les défis des tout premiers jours. Donc là, on se projette un petit peu plus tard, donc on avance un peu, on va dire, dans les 2 premiers mois, on a dépassé ces premiers jours difficiles, et donc on va dire que c'était le brouillard londonien, et là, on commence à en savoir un petit peu plus sur la mission, sur qui fait quoi, on commence à être invité à diverses réunions. Si on est rattaché à une équipe projet, en mode build ou run, hein, donc soit c'est des projets créés à partir de zéro ou des évolutions majeures, soit ce sont des projets de maintenance évolutive et corrective. Là, il est probable aussi que vous ayez un chef de projet, en tout cas un manager hiérarchique, qui vous ait transmis des éléments de planification et que vous ayez déjà en ligne de mire les premiers livrables ou tâches à réaliser.
Donc, on n'est plus dans le brouillard, on est dans la brume, mais c'est pas encore super clair. Et donc, voici les défis que rencontrent les business analysts, en tout cas la plupart à ce stade. Premièrement, premier défi, donc c'est le 6e sur les 17, réussir à s'organiser. Puisque, et d'ailleurs c'est quelque chose qui dure très longtemps, voire toute une carrière si on n'a pas les bonnes pratiques, un écueil fréquent c'est de naviguer à vue, c'est-à-dire que vous allez être réactif et pas proactif, vous allez percevoir une vue d'ensemble qui est partielle et pas complète, des petits morceaux de ci, de là, quelques détails saillants qui sont pas forcément les plus importants. Également, au niveau organisation, ce qui est dangereux, c'est ce que j'appelle la réunionnite aiguë qui commence à s'installer à ce stade-là, c'est-à-dire vous êtes invité un petit peu partout, ça remplit votre agenda, hein, donc vous voyez bien que vous êtes occupé. Par contre, c'est pas forcément les bonnes réunions, parfois vous avez l'impression de servir à rien, au contraire, il y a des fois, on vous demande des informations que vous n'êtes pas encore en mesure de faire, et vous êtes un petit peu au milieu de plein de réunions sans trop savoir en quoi celles-ci peuvent vous être utiles. Un autre écueil, c'est de réussir à trouver sa place dans l'équipe projet. Et cette difficulté est particulièrement vraie dans les projets agiles. Quand on est business analyst dans un projet géré de manière traditionnelle, cycle en V, en cascade, en spirale, alors si vous ne connaissez pas tout ça, hein, je vous invite d'ailleurs à vous informer sur la gestion de projet. Et évidemment, si vous voulez vous former, vous rejoignez la masterclass Devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z, où je vous explique ces différentes méthodologies de gestion de projet informatique et comment justement vous allez pouvoir vous y insérer en fonction de cette organisation. Ça, c'est très important de le connaître, sinon vous allez être vraiment perdu. Donc trouvez votre place dans une équipe projet cycle en V en cascade, donc traditionnelle, ça va à peu près parce que le rôle de business analyst, il est connu, ses responsabilités aussi. C'est beaucoup plus compliqué dans les équipes agiles où le rôle de business analyst n'existe pas déjà de manière officielle. Quand on regarde un petit peu le Scrum Guide ou autre, c'est pas marqué business analyst, et donc il va falloir trouver votre place. Alors ce qui s'en rapproche le plus, c'est le business owner ou le proxy product owner, mais vous avez aussi des rôles de business analyst, mais vous savez pas trop où vous positionner. Plutôt côté product owner, donc maîtrise d'ouvrage, plutôt côté équipe projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous avez l'impression finalement, le développeur, peut-être qu'il fait déjà du recueil des besoins, vous le voyez faire, être à côté des utilisateurs pour leur demander ce qu'ils veulent dans l'interface web. Vous voyez le product owner qui est occupé aussi à recueillir le besoin, à prioriser le product backlog, voire à faire les user stories. Et vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous, en tant que business analyst, vous allez pouvoir apporter à l'équipe projet. Donc, chaque projet est différent, et c'est pour ça que je dis à chaque fois que vous rentrez sur une nouvelle mission, et surtout quand c'est agile, prenez du temps pour identifier bien les rôles et responsabilités de chacun, voir la plus-value que vous allez pouvoir apporter au produit, au projet, à vos collègues, et vraiment c'est la première chose à faire, même si personne ne vous l'a proposé, faites-le, faites votre RACI, votre matrice RACI des rôles et responsabilités, c'est une thématique que j'aborde également dans la masterclass, pour mieux prendre les devants et savoir qui fait quoi, et surtout vous allez informer également l'équipe projet de votre rôle et de vos responsabilités, ce qui va vous faciliter la vie en termes de gestion du temps, puisqu'on va vous inviter aux bonnes réunions et pas à toutes, et vous allez également ça va vous permettre en fait d'avoir une légitimité au sein de l'équipe. Donc ça, c'est la première chose à faire, réussir à trouver sa place dans l'équipe projet. Autre défi de ces 2 premiers mois, on va dire, c'est d'obtenir les noms des bons contributeurs. Donc, c'est vrai qu'au début, le chef de projet, le manager, il va vous donner quelques noms, il va vous dire, va voir telle personne. Vous n'êtes pas en capacité à analyser si ce sont les bonnes personnes. En général, effectivement, c'est juste pour vous faire découvrir le contexte, etc. Mais à ce stade des premières semaines jusqu'à 2 mois à peu près, il faut vraiment que vous ayez impérativement identifié les contributeurs qui apportent une information pertinente à la granularité voulue, c'est-à-dire que vous allez faire un registre des contributeurs. Ça aussi, c'est toutes ces explications, je les donne dans la masterclass. Alors, la granularité voulue, ça veut dire quoi? Qu'il y a certains de vos contributeurs qui vont être en mesure d'être synthétiques pour mettre en lumière la photo globale. Il y en a d'autres, par contre, qui vont vous aider à comprendre de manière très très détaillée. Par exemple, vous allez devoir écrire des règles métiers, des fonctionnalités, etc.
Donc ça, c'est pour toute la phase de conception fonctionnelle. Après, vous avez d'autres contributeurs dont vous avez besoin pour saisir la vision stratégique. Ça peut être des managers, par exemple. Et puis, parfois, et souvent d'ailleurs, vous devez comprendre les interactions avec d'autres systèmes, que ce soit d'autres projets, d'autres thématiques connectées ou d'autres systèmes d'information. Et donc ça, pour le coup, ça peut être des architectes, ça peut être plein d'autres contributeurs. Et c'est ces bons, entre guillemets, contributeurs que vous devez vraiment impérativement identifier à ce stade pour pouvoir après les sécuriser le recueil de vos informations, de l'élicitation, qui sera donc cette matière première dont sera issue la solution cible. Autre défi de ces 2 premiers mois, c'est mettre en œuvre la stratégie d'engagement des contributeurs. Puisque effectivement, en prérequis, vous avez identifié les beaux contributeurs, vous vous serez approprié le projet, vous aurez compris les objectifs, le périmètre, la feuille de route. Et puis, à ce stade, ayant la liste des bons contributeurs, vous allez devoir préparer la stratégie d'engagement de ces derniers. Parce que sur le papier, il y a un nom, il y a plusieurs noms, mais dans la réalité, ces personnes-là, ils ont aussi leur vie. Ils sont des experts métiers, par exemple, des experts techniques, et tout leur quotidien et leur journée de travail est focalisé sur ce que eux doivent livrer. Donc quand vous arrivez avec plein de questions, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément envie non plus, ça peut être la xème fois qu'on vient les solliciter. Peut-être qu'on ne les a pas déchargés de leur travail à côté et que ça les met en péril pour livrer eux-mêmes à temps leur travail, etc. etc. Donc, il est important d'organiser une stratégie d'engagement des contributeurs, d'impliquer les managers opérationnels, de faire par exemple un kick-off meeting pour présenter le projet, expliquer ce qu'on attend d'eux, les rassurer, aussi les informer du temps qu'il va leur être demandé. Est-ce qu'on va plus les interroger ou est-ce qu'on va plutôt leur demander de relire les livrables, etc. Donc tout ça, c'est très important de le faire et de le faire dans ce laps de temps. Et puis, bien entendu, dans les premiers jours, et donc ça c'est un autre défi, commencer à produire de la valeur. Pourquoi ? Parce que les premiers jours, on vous laisse en général prendre vos marques, mais après, il va falloir apporter une valeur ajoutée. Alors, c'est vrai que j'ai pu constater que cette attente, elle n'est pas forcément exprimée par les managers, par l'équipe projet, mais quelque part, par expérience, j'ai constaté qu'il y a une sorte de plafond de verre au niveau des 2 mois, où vraiment, donc le 2e mois anniversaire de votre arrivée, où vraiment, on attend de vous, bon ça y est, vous avez compris un peu le contexte, on attend de vous quelque chose, un livrable. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment de la nature de votre intégration, ça dépend du contexte projet, et donc voilà, prenez pas ces 2 mois comme quelque chose d'absolu, mais c'est quelque chose que j'ai quand même constaté. Sachez vraiment qu'à cette échéance, vous devez avoir démontré votre valeur ajoutée d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pas forcément des livrables projets officiels, des analyses, des specs, etc. Mais au moins, par exemple, un rapport d'étonnement, une feuille de route interne, un registre des contributeurs, une stratégie d'engagement, un kick-off meeting, des recommandations méthodologiques, peut-être avoir commencé des ateliers de travail, faire des comptes rendus de réunion, ou autres analyses et conseils qui ne sont pas forcément des livrables, on va dire, qui sont dans la feuille de route du chef de projet. Voilà, donc c'est vraiment à peu près à cette échéance, entre 1 et 2 mois, que le client ou le manager, il estime que le business analyst, il doit être capable de produire quelque chose de concret, même si encore une fois, il ne vous l'a pas forcément exprimé. D'accord ? Si cette période charnière est pour vous compliquée, n'hésitez pas non plus à aller regarder dans mon site internet. Je propose un cours de 2 heures qui vous aide justement à vous donner les bonnes pratiques et les astuces en 3 étapes pour être rapidement opérationnel. Donc le cours s'appelle « Comment être rapidement opérationnel quand on est business analyst en système d'information ». 3 étapes pour commencer vite. Allez regarder sur mon site internet, c'est pas cher et surtout ça va vous permettre d'apporter beaucoup de valeur, de sécuriser votre poste ou votre mandat et c'est tout ce que je vous souhaite, parce que si vous passez pas cette étape-là, il y en a beaucoup qui sont recalés. Alors soit leur période d'essai n'est pas concluante, que ce soit en termes d'embauche finale, que ce soit aussi en termes de prestation chez le client final. Également, même s'ils restent, ça peut leur poser problème parce que, comme on dit souvent, on n'a jamais 2 occasions de faire une première bonne impression. Et donc, c'est vraiment là qu'il faut que vous montriez que vous êtes bien l'homme ou la femme de la situation. Donc, encore une fois, moi, je vous donne toute mon expérience dans ce cours de 2 heures qui peut vraiment vous aider, que vous retrouverez sur mon site internet également. Je vais essayer de le mettre en description de cette vidéo. Voilà, alors ça c'est la période qui va jusqu'aux 2 mois. Maintenant, il y a une autre période critique et cette période, elle est entre 2 mois et 6 mois à peu près. Donc vous avez commencé à prendre vos marques, votre agenda il est rempli d'activités productives, de réunions, etc.
Pour autant, même si vous commencez à peu près à prendre vos marques, vous allez avoir à faire face à d'autres défis. Les défis que j'ai notés et que j'ai vécu, bien entendu, c'est déjà le syndrome de l'imposteur dont je parle souvent. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré d'experts. Vous avez des experts métiers, vos contributeurs, des experts IT, donc ça peut être des développeurs par exemple. Vous avez les chefs de projet qui sont experts en gestion de projet. En gros, vous avez l'impression à ce stade-là que tout le monde a une expertise, sauf vous, le business analyst, et ça conduit beaucoup d'entre nous, et je l'ai été également, à se sentir illégitime pour produire des recommandations et autres descriptions d'une solution qui devra en plus apporter de la satisfaction aux utilisateurs finaux, à ces fameux experts que vous interrogez, donc vous allez devoir les satisfaire alors que déjà vous ne connaissez pas bien leurs problématiques. Également, ça devra résoudre des problématiques parfois stratégiques au niveau d'une business unit, même d'une entreprise de manière générale. Et donc, au début de votre projet, de votre mandat, vous pensez que c'est à peu près acceptable de ne pas se sentir expert parce que vous débutez. Mais à ce stade-là, entre 2 et 6 mois, là, c'est plus trop le cas. Parce que vous êtes censé, ça y est, être force de proposition et livrer des choses. Donc vous vous sentez illégitime, et c'est ce fameux syndrome de l'imposteur qui émerge à ce moment-là. Autre chose, autre enjeu et autre difficulté, c'est que l'équipe technique, parfois, vous prend pour un expert métier. C'est-à-dire qu'ils vont vous poser plein de questions et ils s'attendent que vous répondiez tout de suite lorsqu'ils viennent vous poser des questions. Or, c'est juste pas possible ou rarement possible, sauf si vous connaissez déjà très très bien l'entreprise, le secteur, et que vous avez déjà les règles métiers en tête, etc. Mais je prends vraiment le cas où vous débutez sur un nouveau secteur, une nouvelle entreprise, un nouveau mandat. Donc, il faut vraiment savoir que même après être monté en compétence sur les thématiques métiers, et là, du coup, je mets dans la boucle même ceux qui sont experts dans le secteur, eh bien, au minimum, souvent, vous allez devoir vérifier votre bonne compréhension, la pertinence de votre réponse, et encore, vous allez vérifier s'il n'y a pas des cas aux limites, s'il n'y a pas des exceptions, etc. Donc, même si vous connaissez très bien le sujet, sachez que de toute manière, il y a une passe à refaire derrière pour vérifier des choses avant de donner une réponse finale, et ça passe souvent par des techniques d'élicitation, ce que j'explique là aussi de manière approfondie dans mes formations. Ça peut être de la lecture de documentation, bien entendu, mais ça peut être aussi du brainstorming, du design thinking, de l'analyse des interfaces, des ateliers collaboratifs, des interviews en face à face, du data mining, et j'en passe. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Voilà, donc se faire prendre pour un expert métier par l'équipe technique, c'est aussi un enjeu, il faut vraiment leur expliquer, et beaucoup de débutants n'osent pas parce qu'ils pensent que justement c'est ça qui doit être un expert métier. Mais non, un BA n'est pas un expert métier. Il est un petit peu la formule qui fait l'émulsion, je ne sais pas comment on dit ça, qui permet de faire monter la mayonnaise entre les compréhensions techniques, les compréhensions métiers et évidemment les compréhensions de la gestion de projet, de l'organisation et encore plus importante, toute la partie humaine, puisque on a 50% de nos compétences qui ont trait aux compétences relationnelles et comportementales. Nous, on est l'ingrédient qui fait que tout ce petit monde fait de la synergie et permet de proposer et de concevoir une solution qui correspond aux contraintes et aux enjeux. Voilà, donc ça, c'est un autre enjeu, un autre défi. Je vous en cite encore un dans cette période critique de 2 à 6 mois. Eh bien, c'est d'éviter, à contrario, de se faire déposséder de ses responsabilités fonctionnelles par l'équipe technique ou le chef de projet. Parce que quand vous êtes dans un contexte projet où on doit aller vite, notamment dans les approches agiles, il faut aller vite, il faut livrer vite, etc. En plus, le chef de projet, peut-être qu'il est là depuis longtemps, il connaît peut-être encore mieux que vous les interactions métiers, surtout si vous débutez, etc. Eh bien, ils vont parfois être amenés à prendre des décisions à votre place ou à décider de solutions fonctionnelles à votre place. Et vous allez vous retrouver en tant que BA, si vous n'êtes pas assez rapide, à faire, entre guillemets, le scribe, à rédiger ce que les autres ont pris comme décision à votre place, parce qu'ils pensent mieux savoir. Ce qu'on appelle se faire, entre guillemets, bypasser par les autres, par l'équipe technique. Ça arrive aussi souvent dans les équipes où le rôle et les responsabilités du business analyst ne sont pas assez identifiés et reconnus, soit en raison du fait que c'est une approche, une équipe agile,
soit parce que encore une fois, c'est un manque d'expérience du chef de projet, clairement, un manque de compétences même du chef de projet qui, voilà, qui veut aller vite. Alors ça peut se comprendre, hein, parce qu'un chef de projet, il a ses jalons et quand il a un business analyst débutant qui arrive et qui en plus n'a pas été formé, qui est pas forcément à l'aise, il faut qu'il prenne des décisions, donc ça peut se comprendre. Maintenant, je pense que la montée en compétences des business analysts va faire que, de manière générale, hein, dans notre communauté de BA, va faire que progressivement, on sera tous, vous serez tous à même de prendre vos responsabilités beaucoup plus rapidement que ça ne l'était jusqu'à présent. Et j'espère aussi que les chefs de projet vont eux-mêmes apprendre de plus en plus ce qu'est cette discipline de business analyse et comprendre en quoi cela peut être contre-productif de prendre la place, de prendre les prérogatives du business analyst. Il vaut mieux le faire monter en compétences et pouvoir se reposer sur un professionnel qui est formé plutôt que de prendre d'emblée la responsabilité qui incombe au BA. Du coup, celui-ci ne sait plus du tout comment se positionner et de fil en aiguille, en fait, c'est très négatif pour le projet dans son ensemble. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, vous savez que ça peut être hyper impactant pour votre rôle plus tard, pour la qualité aussi de la solution cible, pour la satisfaction utilisateur de manière générale. Et donc cette difficulté, elle est vraiment majoritairement ressentie par les business analysts déjà bien installés dans le projet, on va dire au-delà de 4 à 6 mois en moyenne même, hein, au-delà des 2 mois, plutôt 4 à 6 mois, c'est vraiment ce que j'ai pu constater. Voilà, alors là, on a vu les toutes premières périodes plus critiques de début de mandat, mais moi, j'ai aussi envie de vous parler des enjeux principaux au-delà des 6 mois. Parce que si vous croyez qu'après avoir dépassé ces périodes, eh bien c'est un long fleuve tranquille, détrompez-vous, malheureusement, ça n'est pas forcément le cas. Alors, vous ne me méprenez pas, parce que moi j'adore mon métier, j'adore la business analyse, et d'ailleurs si vous lisez mes publications, mes vidéos, mes articles, vous savez que je suis plutôt du type bisounours, c'est-à-dire que je montre plutôt le côté très positif de ce métier et toutes les facettes passionnantes que l'on rencontre. Mais il est vrai que parfois, on peut se décourager, on peut être fatigué aussi de devoir sans cesse s'adapter. J'accompagne beaucoup de personnes qui cherchent des solutions pour trouver leur place et qui ont du mal, malgré parfois de nombreuses années d'expérience. Souvent, ce n'est que leur faire comprendre qu'un business analyst, c'est un conseiller, c'est pas un décideur. Leur faire changer simplement de posture. Et après, de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de ne pas savoir, qu'ils ont le droit de poser des questions. C'est pas parce que vous avez 10 ans d'expérience que vous êtes censé tout savoir, parce que je vous l'ai expliqué juste avant, ça n'est pas possible. Mais quoi qu'il en soit, voici les difficultés que beaucoup de business analysts m'ont rapporté vivre après environ 6 mois de projet, de mission. Donc je ne parle pas de 6 mois d'expérience, je parle bien de 6 mois sur un même projet, un mandat, entre guillemets, quand vous avez dépassé les défis précédents. Alors la première chose, c'est la gestion du temps, on la retrouve, puisque on est le chaînon manquant et reliant les pôles métiers, les équipes de dev et la gestion de projet. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sollicité de toutes parts, tout le temps et par tout le monde, dès qu'il y a un questionnement métier. Donc vous allez vraiment devoir apprendre à gérer votre temps pour faire face aux nombreuses réunions, aux urgences et aux demandes de dernière minute, tout en gardant votre capacité à livrer vos analyses spec diverses, user stories, documents de formation utilisateur et autres plans de test, etc. Je vous passe les nombreux livrables que vous avez, tout cela dans les temps impartis. Découlant directement du point précédent et donc de la difficulté précédente, eh bien c'est aussi la difficulté à ce stade à être proactif et non pas seulement réactif aux urgences. Quand on est business analyst, on n'est pas un exécutant. On est un conseiller avisé. Il faut être proactif. Il faut vraiment garder de la hauteur sur la vision d'ensemble pour que la solution cible reste alignée sur les objectifs stratégiques et métiers initiaux, que ce soit au niveau du projet, mais au niveau aussi de l'organisation. Donc, c'est pas forcément évident de garder cette notion de proactivité sans être au four et au moulin, à réagir aux patates chaudes qui arrivent sur votre bureau tout le temps et donc être dans cette posture réactive aux urgences. Ensuite, une autre difficulté, alors j'en ai encore 2, voilà. Donc on en est à la 16e difficulté, qui est de réussir à se positionner comme un conseiller et non pas comme un simple exécutant. Ça découle là aussi des autres thématiques, puisque quand, ne serait-ce que lorsque vous regardez les schémas de certification internationaux à la business analyse, qui sont l'IIBA, donc International Institute of Business Analysis, IQBBA et PMI, qui a un schéma dédié à la business analyse, qui est le PBA, eh bien quand on regarde un petit peu ces schémas de certification, ils n'ont pas tous la même vision de ce que fait un business analyst, du moins de son rôle. Pour l'IIBA,
donc auquel moi j'appartiens, hein, je suis bénévole aussi au sein de ce schéma historique qui a été fondé à Toronto en 2004, et bien pour l'IBA, le business analyst, il est vraiment le conseiller avisé du chef de projet, des managers, du chef d'entreprise. C'est lui, donc au niveau de l'IBA, on voit vraiment le BA comme celui qui va apporter des conseils avisés. Voilà. Et d'ailleurs, l'IBA ne voit pas le business analyst que dans les projets de système d'information. Hein. C'est de manière générale, il y a une problématique de départ, on va chercher à identifier plusieurs solutions possibles, on va après les recommander de manière très détaillée et on va accompagner le changement. Ça, la business analyst, du coup, va bien au-delà des projets de système d'information, hein. Ça va dans les projets de gouvernance et de métier, j'en ai parlé régulièrement dans mes vidéos et dans mes conférences. Après, vous avez le PMI. Le PMI, lui, il est influencé par sa culture chef de projet, puisque le PMI, à l'origine, il a été créé en 69, donc Project Management Institute, il forme les chefs de projet, certifie les chefs de projet dans le monde entier. Il y a, je ne sais plus combien, 2 ou 3 millions de chefs de projet certifiés par le PMI. Puis il y a quelques années, il s'est rendu compte que la gestion de projet, ça ne suffisait plus. Maintenant, il fallait rajouter une compétence de business analyst, mais lui, il ne l'a pas vu en tant que compétence. Le PMI le voit comme un rôle projet, qu'on rencontrait beaucoup dans les gestions de projets traditionnelles, et donc le rôle de business analyst. Et donc, influencé par sa culture chefferie de projet, le PMI, lui, voit davantage le business analyst comme avec un lien de subordination avec le chef de projet. Et donc là, pour le coup, on perd cette notion de proactivité, on est plutôt dans la réactivité à ce que demande le chef de projet au sein du projet. Donc moi, personnellement, je suis plutôt proche de la philosophie de l'IBA, c'est pour ça que je suis membre bénévole de l'IBA, parce que je perçois effectivement le business analyst comme un conseiller avisé, et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte personnellement sur de nombreux projets où on n'est pas forcément rattaché au chef de projet. On peut être AMOA, on peut être chef de projet maîtrise d'ouvrage, et auquel cas on a vraiment cette compétence qui est chevillée au corps. Hein. On n'est pas un lien de subordination, ou alors un lien de subordination entre guillemets au donneur d'ordre, mais qui peut être un grand manager, etc. Voilà, donc c'est vraiment important, je pense, à ce stade, lorsque vous avez dépassé toutes les difficultés initiales, c'est d'être vraiment conscient que vous n'êtes pas un simple exécutant, mais un conseiller avisé. C'est ça qui va vous permettre de sécuriser la satisfaction utilisateur et de s'assurer que la solution finale, elle va vraiment être en adéquation avec les attentes des utilisateurs, mais également de l'entreprise, hein, qui n'a pas les mêmes attentes que forcément ses utilisateurs finaux. Voilà. Et puis, j'ai quand même noté, parce que le syndrome de l'imposteur, je vous en ai parlé, il peut vraiment, vraiment s'intensifier à ce stade, parce que même après 6 mois sur un projet, eh bien sachez-le, un business analyst n'est toujours pas expert métier. Et encore une fois, il ne doit pas l'être, parce que sinon, il peut passer à côté de nombreux besoins non exprimés. J'en parle aussi régulièrement, je le développe dans le masterclass. Les besoins, il y a les besoins exprimés, qui sont d'ailleurs pas forcément des besoins. Ça, c'est une autre histoire. Et après, il y a les besoins non exprimés, latents, inconscients, cachés. Si vous vous positionnez comme expert métier, vous allez potentiellement ne pas poser les bonnes questions et passer à côté de tous ces besoins non exprimés qui sont hyper dangereux à ne pas découvrir. Plus on les découvre tard, plus évidemment ça peut casser un projet entièrement. Donc le problème, c'est que à ce stade, un BA n'est toujours pas un expert métier, et encore une fois, il ne doit pas l'être, même si évidemment il monte en compétences et il connaît de plus en plus de choses, ce qui lui permet de poser des questions de plus en plus pertinentes, de formuler des solutions de plus en plus pertinentes et d'être de plus en plus rapide, certes, mais beaucoup de BA, ils pensent vraiment que, et à tort, qu'ils doivent représenter les utilisateurs métiers et qu'à ce stade, ils doivent être aussi experts que les utilisateurs métiers. Et d'ailleurs, ils n'osent parfois plus poser certaines questions qu'ils peuvent considérer comme bêtes ou de débutants ou évidentes, etc. Voilà. Et donc, en plus, l'immense majorité des business analysts se forment sur le tas à leur métier de business analyst, ils ne disposent pas de bonnes pratiques, de techniques et de méthodes de la profession, et donc à ce stade-là, vraiment, le syndrome de l'imposteur peut s'intensifier, on n'ose plus poser des questions qu'on estime être pour les débuts, pour les débutants, et on se dit à ce stade, on peut plus, je vais plus être crédible. Voilà. Donc ça, je vous ai vraiment listé les 17 défis que peut rencontrer un business analyst en début de mission. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez rencontré beaucoup parmi ces 17, à en rajouter si vous en voyez d'autres. Moi, je vous conseille aussi vraiment à ce stade de vous former, parce que, je le dis souvent, 98% des business analysts sont autodidactes. Mais ça change. Ça change pourquoi? Parce que les besoins des recruteurs changent très rapidement. Maintenant, il n'est plus suffisant d'avoir des soft skills, de compétences en communication, en rédaction, pour être nommé business analyst. Maintenant, quand on va
attendre un business analyst au tournant, que ce soit au recrutement ou sur la mission. On va attendre de lui vraiment des compétences d'analyse, de recueil des besoins, prise de consensus, d'aide à la recommandation de solutions, de conception fonctionnelle, de modélisation, etc., etc. Et ces compétences, elles doivent vraiment ne pas être apprises sur le tas, parce que oui, on peut se former sur le tas, puisque 98% d'entre nous l'ont fait, mais à quel prix ? Au prix de beaucoup d'années de perdu et surtout à une époque où c'était encore possible. Ça n'est plus possible de nos jours. J'ai tous les jours des gens qui me disent c'est compliqué de se faire recruter. On m'a posé des questions très complexes. Ou alors ça y est, je viens d'être recrutée, je suis PPO, donc dans un projet agile, j'y comprends rien. Le vocabulaire pour moi, enfin, je comprends rien au jargon, je sais pas ce que je dois faire. Et du coup, prise de risque sur ce poste-là, potentiellement un licenciement prévu alors que vous étiez censé rester un certain temps chez ce client ou chez cet employeur. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, formez-vous. Alors moi, je fais un petit peu la promo de mes propres formations. J'ai formé plus de 600 business analysts à l'heure où je tourne cette vidéo au développement et à l'acquisition de leurs compétences. Et la plupart d'entre eux, la moitié d'entre eux étaient des personnes en reconversion. Une autre partie, c'était déjà des business analysts qui étaient soit débutants, soit de moyenne, avec une expérience moyenne, on va dire, de moyenne gamme, on va dire, jusqu'à 5-7 ans. Et puis j'ai aussi, et là c'est étonnant, des business analysts qui ont beaucoup d'expérience. Ça peut être des consultants fonctionnels, des AMOA, etc., qui ont parfois 20 ans d'expérience. Oui, 20 ans d'expérience, même plus. Ça me surprend toujours, mais qui ont, étant donné qu'ils sont autodidactes, ils n'ont pas les bonnes pratiques, ils ne savent pas s'ils font bien, et surtout ils ne savent pas expliquer leur métier, ils ne savent pas se positionner, et toutes les difficultés que je vous ai nommées, ils les rencontrent. Donc cette formation que moi je vous propose et que je propose depuis pas mal d'années maintenant a permis à beaucoup de business analysts de monter en compétences, de se sentir épanouis, confiants dans leur métier, et pourquoi pas aller de former maintenant des collègues à ce métier qui est extrêmement à large spectre, hein, entre le métier, la technologie et la gestion de projet. C'est pas qu'une formation. Vous allez y trouver également des modèles téléchargeables, de documents téléchargeables, des activités, des quiz, un groupe d'entraide entre élèves, un support personnalisé. Vous avez aussi, selon les formules que vous choisissez, des groupes de soutien par visio avec moi. Vous avez également un accès prolongé aux vidéos de cours qui vous accompagnent vraiment tout au long de votre carrière. Et puis pour les Français qui regarderaient cette vidéo jusqu'au bout, sachez que Best of Business Analyst est un organisme de formation certifié Calliope et que je propose aussi des formations éligibles au financement CPF et aux OPCO. Ça, c'est vraiment spécifique aux Français. Si vous n'êtes pas français, si vous n'avez pas accès à ce type de financement, sachez qu'il y a également des plans de financement adaptés aux particuliers. N'hésitez donc pas à aller voir sur mon site internet tout ce que je propose en termes de formation, mais également en termes de coaching et d'accompagnement. Voilà pour la fin de cette vidéo et écoutez, j'espère qu'elle vous a apporté de l'information intéressante. Encore une fois, si vous avez vous-même rencontré ces défis ou que vous en avez rencontré d'autres, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, ça aidera beaucoup de monde et notamment toutes celles et ceux qui font partie, qui sont abonnés à cette chaîne et qui ont besoin d'en savoir plus pour mieux maîtriser leur quotidien ou peut-être une reconversion professionnelle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!